Bonjour à toutes et à tous. Le mois prochain, Sony va fêter les 10 ans de son système hybride et de sa monture E. Pour l'occasion, nous avons décidé de faire une petite rétrospective de l'évolution de Sony sur ces 10 dernières années. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Comme on vous le disait dans l'introduction, Sony a commencé l'hybride il y a 10 ans. Ils ont lancé leur monture E avec deux boîtiers, le Nex 3 ainsi que le Nex 5. C'étaient deux boîtiers hybrides vendus comme des compacts à objectifs interchangeables. C'est-à-dire des boîtiers qui avaient la taille de capteur d'un réflexe pour essayer d'en produire des images d'une qualité similaire, mais qui étaient principalement utilisés avec des réglages simplifiés pour pouvoir plus facilement prendre les photos. Il ne visait pas les photographes qui voulaient faire des réglages poussés, notamment qui voulaient faire tout en manuel. Si on voulait par exemple régler les ISO sur le Nex 5, il fallait aller dans le menu et choisir dans l'un des menus le réglage des ISO. On n'avait pas de raccourci directement sur le boîtier. À la même période, Sony a sorti deux boîtiers réflexes, l'Alpha 33 et l'Alpha 55. Le miroir pouvait laisser passer la lumière directement sur le capteur afin de s'en servir comme un hybride. C'est une technologie qu'ils ont gardée sur leurs boîtiers réflexes, y compris sur les boîtiers réflexes actuels, comme ici l'Alpha 77 II, ce qui a permis notamment d'avoir des réflexes plus intéressants pour les vidéastes à l'époque, car on pouvait notamment avoir une visée électronique dans un boîtier réflexe. On tient également à le préciser, même si les Nex 3 et Nex 5 étaient les premiers boîtiers hybrides chez Sony, ce n'étaient pas les premiers boîtiers hybrides en général. En effet, le tout premier boîtier hybride a été lancé par Panasonic un petit peu plus tôt. Puis en 2011, Sony a sorti le Nex 7, un boîtier qui visait des personnes plus avancées en photo, avec notamment 24 millions de pixels pour pouvoir faire des photos en plus grande qualité. Le Nex 7 a été un premier pas pour l'hybride vers des boîtiers destinés à des personnes plus poussées en photo. Puis différents boîtiers Nex sont sortis de 2011 à 2013 avec différentes cibles. Parfois les boîtiers correspondaient plus à des amateurs et parfois les boîtiers correspondaient plus à des personnes plus avancées en photographie. Puis en 2013, Sony a sorti l'Alpha 3000, un appareil complètement hybride mais avec l'ergonomie d'un réflexe, qui a servi de transition entre la gamme Nex et la gamme Alpha hybride. C'était donc plus un boîtier d'essai qui voulait concurrencer les boîtiers d'entrée de gamme en réflexe des autres marques. Et en 2013, Sony a à nouveau sorti deux boîtiers qui ont changé beaucoup de choses pour le monde de l'hybride en photo, à savoir l'Alpha 7 et l'Alpha 7R première génération. C'était donc quelque chose de très important car cela a ouvert les possibilités du plein format en hybride. En effet, en 2013, la seule marque à proposer de l'hybride plein format était Sony, et cela a permis à des photographes plus poussés de se lancer dans le système hybride avec une forme de boîtier compact qui permettent d'avoir à la fois un capteur plein format et une certaine légèreté et compacité lorsque l'on veut prendre des photos ou des vidéos. Et l'ergonomie de ce boîtier a déterminé l'ergonomie d'à peu près tous les Alpha 7, car hormis quelques-uns très récents qui ont eu une forme un petit peu plus imposante pour pouvoir loger notamment une batterie plus importante, tous les autres ont la même prise en main que l'Alpha 7 première génération. L'avantage de l'Alpha 7R par rapport à l'Alpha 7 classique, c'est qu'il permettait de prendre des photos à 36 millions de pixels au lieu des 24 millions de pixels de l'Alpha 7 première génération. Par la suite, en 2014, Sony a sorti deux nouveaux boîtiers, l'Alpha 5000 et l'Alpha 6000. Ces deux boîtiers ont déterminé la forme des APS-C actuels chez Sony. Tout comme l'Alpha 7 et l'Alpha 7R ont été très importants dans l'évolution du plein format chez Sony, l'Alpha 5000 et l'Alpha 6000 ont été très importants pour l'évolution des APS-C. En effet, le physique est toujours le même sur tous les boîtiers APS-C, même actuels chez Sony, excepté l'Alpha 6600 qui est un petit peu plus imposant pour la nouvelle batterie. Et on se retrouve sur un boîtier un petit peu plus imposant que les Nex, mais qui reste extrêmement compact et léger par rapport aux autres boîtiers qui existent sur le marché, surtout en 2014. Et également en 2014, Sony a sorti un nouveau type d'Alpha 7, les Alpha 7S, avec la première version de ce type de boîtier, des boîtiers orientés vidéo avec moins de mégapixels, ce qui permettait de voir presque dans la nuit, car en effet en vidéo, on n'a pas besoin d'autant de pixels qu'en photo, et l'Alpha 7S permettait donc de filmer avec très peu de lumière, car chaque pixel pouvait récupérer plus de lumière, et l'on se retrouvait donc avec un boîtier plus adapté à la vidéo, mais moins adapté à la photo. Également, l'Alpha 7S était le premier boîtier à permettre de filmer en 4K chez Sony,
Cependant, il fallait utiliser un moniteur externe pour pouvoir filmer en 4K, on ne pouvait pas le faire directement dans le boîtier. Puis différentes versions des boîtiers sont sorties, certaines plus marquantes que d'autres. Par exemple en APS-C, il y a eu le 6300 qui a été assez important pour les vidéastes parce qu'il apportait à la fois de la 4K en APS-C et du 120 images par seconde en 1080p toujours dans un boîtier APS-C. Mais également il y a eu l'Alpha 7S II qui permettait de filmer en 4K en interne. Et en 2017, Sony a sorti l'Alpha 9, son premier boîtier orienté photographe de sport, photographe animalier, avec une rafale très importante allant jusqu'à 20 images par seconde. Ça a été un boîtier très important dans l'évolution des hybrides en général, car ça a été le premier concurrent direct des plus gros boîtiers des grandes marques comme Canon et Nikon. En effet, jusque-là, il n'y avait aucun plein format qui ait vraiment des performances maximales pour de la photo de sport notamment, avec une très grande rafale et vraiment un boîtier pensé pour les professionnels du sport, de l'action en général. Et l'Alpha 9 a permis aux photographes qui souhaitaient ce type de performance de pouvoir passer à l'hybride, ce qui n'était pas possible pour eux auparavant. Suite à cela, différents successeurs des boîtiers sont arrivés chez Sony. Dans les boîtiers qui ont beaucoup joué dans l'évolution des hybrides et notamment chez Sony, il y a eu l'Alpha 7 III qui, grâce à ses performances importantes aussi bien en photo qu'en vidéo par rapport à son prix, a créé un boîtier un peu de référence en hybride où à peu près toutes les marques qui font du plein format essayent d'avoir un équivalent dans ce prix-là. Car au moment de sa sortie et par rapport à son prix, il a rendu beaucoup plus accessible certaines fonctionnalités qui étaient auparavant plus chères en hybride. Et l'année dernière, Sony a également sorti l'Alpha 7 R4, le premier hybride avec un capteur de 61 millions de pixels, ce qui a encore plus repoussé les possibilités au niveau du nombre de pixels dans une photo en hybride. Actuellement, Sony est devenu le premier constructeur sur le marché de l'hybride plein format. Ils ont une très grande gamme à la fois d'objectifs et de boîtiers. Et les objectifs, c'est réellement la plus grande force de la marque en hybride, car c'est la marque qui propose le plus d'objectifs pour des boîtiers hybrides plein format et APS-C, sachant que la marque a également des longues focales directement disponibles en monture E, et c'est la principale différence avec d'autres marques actuellement. Actuellement, l'attente se fait surtout sur un boîtier vidéo chez Sony. En effet, depuis la sortie de l'Alpha 7S II en 2015, il n'y a pas eu de remplaçant. Et évidemment, depuis 2015, les technologies se sont améliorées, il y a plus de possibilités en vidéo, notamment on peut avoir du 10 bits, on peut avoir du 60 images par seconde en 4K. Il est donc assez probable que par la suite, Sony sorte un boîtier axé vidéo et que des nouveautés que l'on ne peut pas encore imaginer actuellement arrivent, car comme on l'a bien vu, Sony a essayé d'innover dans le domaine de l'hybride sur ces 10 dernières années. Il est donc probable qu'il continue dans l'innovation sur certains points que l'on ne peut pas encore imaginer. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre comment on a pu passer d'une marque qui proposait des compacts à objectifs interchangeables qui ne visaient que quelques personnes en photo, à la marque numéro 1 sur le marché du plein format hybride qui se destine au maximum de photographes possible. Si jamais cela vous intéresse de savoir l'évolution d'une autre marque, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous!